Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le freelancing. Donc si tu ne le sais pas, je travaille à mon compte, donc je suis freelance. Et aujourd'hui, je vais encore te faire une vidéo à ce sujet. Parce que donc en septembre 2020, j'ai décidé de quitter mon boulot que j'avais à l'époque pour redevenir freelance à plein temps. Donc ça fait un peu plus de 6 mois maintenant. Et donc je me suis dit que ça serait une bonne idée de te faire un peu un bilan de ces 6 mois de freelancing. Alors dans mon cas, c'était pas la première fois que je faisais ça, puisque j'avais déjà été freelance à temps plein auparavant, sauf qu'entre temps, j'ai été salariée en entreprise pendant quand même un bon bout de temps, donc du coup j'ai un peu l'impression que c'était comme si je recommençais tout pour la première fois, mais une deuxième fois. Donc aujourd'hui je vais te faire vraiment un bilan de ces 6 mois de freelancing, donc ce que j'ai appris, ce qui m'a semblé facile et ce qui m'a semblé difficile. J'espère que ça pourrait te servir. Comme d'habitude, tu retrouveras tous les timestamps dans la barre d'infos, et moi je vais commencer tout de suite. Alors tout d'abord, pour bien commencer la vidéo, je vais commencer par ce qui m'a semblé plutôt facile dans le fait de retourner à mon compte, de travailler en freelance. Et la première chose, je pense que ça a été juste de m'y remettre en fait. En fait, je pense que pour le coup, le fait d'avoir passé une bonne partie de l'année 2020 en télétravail, donc à la maison, et d'avoir dû du coup avoir mon propre bureau et vraiment reprendre un peu mes marques en fait chez moi, entre le fait de travailler et le fait d'avoir ma vie perso, ça m'a vraiment permis de faire un peu une transition en douceur entre le moment où j'étais encore salariée et le moment où j'ai décidé de me remettre à mon compte. Et pour ça, finalement, ça a été plutôt facile de me remettre dedans, c'est-à-dire de me motiver le matin en me levant, en me mettant à mon bureau, en me disant ok, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, quelles sont mes missions, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qui est urgent. Ça, pour le coup, je trouve que ça a été quand même plutôt facile de me remettre dedans, et je pense que vraiment le télétravail en 2020 m'a pas mal aidé là-dessus. Alors ça, je m'y attendais pas, ou en tout cas, j'y avais peut-être pas pensé, mais j'ai trouvé que ça avait été quand même plutôt facile de reprendre contact avec les contacts pro que j'avais avant de mon réseau, de mes expériences pro passées et tout ça. Parce que j'ai décidé, quand je me suis remis en freelance, de vraiment faire des missions que j'aimais, c'est un peu logique, et du coup de reprendre contact avec des gens avec qui j'avais travaillé par le passé, avec qui j'avais déjà fait des projets pour proposer des services sur des missions que j'aimais. Ça m'a semblé beaucoup plus facile que ce que j'aurais pensé, et finalement en fait quand t'aimes ce que tu fais et les services que tu proposes, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile de reprendre contact et juste de discuter de ton projet, de tes missions et de ce que tu as à offrir. Et aussi la dernière chose qui m'a semblé facile, c'est que j'ai pas douté en fait, dans le sens où je m'étais déjà lancée dans le freelancing une première fois, donc quand je me suis déclarée en tant qu'auto-entrepreneur en 2017. Les doutes de la première fois concernant le fait d'être freelance, je les avais déjà eus, donc je savais à quoi m'attendre par rapport à ça. Entre temps, j'étais freelance dans une entreprise, donc je connaissais déjà les points positifs et négatifs des deux, c'est-à-dire du fait de travailler à mon compte et du fait d'être salarié. Donc finalement, je savais ce qui pesait dans la balance et ce que moi je voulais privilégier. Donc quand j'ai pris la décision vraiment de quitter mon poste et de me remettre au freelancing, j'ai pas douté. À partir du moment où la décision était prise, c'était bon, quoi. Il y avait plus de retour en arrière. Après, bien sûr, dans mon boulot, évidemment, j'ai eu des doutes, le syndrome de l'imposteur, ça je pense que de toute façon c'est inévitable, mais il n'y a aucun moment où je me suis dit, est-ce que j'ai pris la bonne décision de me remettre à mon compte, est-ce que finalement je devrais pas reprendre un boulot, on va dire, plus conventionnel en étant salarié en entreprise. Ça, l'idée m'est jamais passée par la tête depuis que j'ai pris la décision de retravailler à mon compte. Je pense que c'est d'ailleurs plutôt une bonne nouvelle, c'est-à-dire que c'est quand même assez positif. Donc comme je te disais, il y a eu des choses qui ont été plutôt faciles sur ces 6 mois de freelancing, enfin même 7 maintenant, mais il y a quand même eu des choses difficiles dans le fait de retourner en freelance, donc de travailler à mon compte, et je voulais quand même t'en parler dans cette vidéo. Et je pense que la première chose à noter dans les choses qui m'ont paru difficiles, c'est de savoir la direction que je voulais donner à mon travail. En fait, le fait d'être freelance et de définir son métier, ses services, ses tarifs, ses valeurs, le type de client qu'on voudrait avoir, je trouve que ça demande une véritable introspection sur ses compétences, ses forces, ses faiblesses, ses expériences passées. Et c'est très bien, mais c'est aussi parfois pas très agréable, où ça demande beaucoup de recul sur soi-même, quelque chose qu'on n'a pas nécessairement de prime abord. Et en fait, ça a été assez compliqué parce que c'est une introspection finalement qui est constante, enfin en tout cas selon moi. Et vraiment, je me rends compte qu'il y a des moments où moi j'ai dû me faire violence et j'ai dû prendre un peu de recul par rapport à mes clients précédents, par rapport au type de mission que je voulais faire, au type de mission que je voulais accepter, le type d'entreprise, de structure que je voulais accompagner. Parce qu'au bout d'un moment, oui, si tu travailles pas, tu gagnes pas d'argent. Mais si tu acceptes toutes les missions qu'on te propose, même si elles te plaisent pas, finalement tu retombes dans le schéma que peut-être tu n'aimais pas quand tu étais salarié. En tout cas, c'était mon cas. Et en fait, moi si j'ai décidé de me mettre à mon compte, c'est pas nécessairement pour travailler sur des missions que j'ai pas envie de faire. Bien sûr, il y a des missions que parfois j'ai acceptées, même si elles me plaisaient pas énormément, parce que j'avais aussi besoin d'argent ou que j'avais aussi besoin de me faire mon expérience pro et mon portfolio et tout ça.
mais le plus possible, forcément maintenant, j'essaye d'accepter des missions qui me plaisent, avec des clients qui me plaisent. Et ça a été un peu compliqué finalement au début de me dire, il faut que tu donnes une direction à ton boulot, avec un type d'entreprise que tu veux accompagner, une liste de services spécifiques et pas juste un dictionnaire de services où tu en proposes 15 000, parce que sinon finalement tu vas t'éparpiller et tu vas te retrouver à faire plein de missions que t'aimes pas ou à être complètement débordé. Et c'est pas ce que tu veux en fait. Ce que tu veux, c'est oui avoir du boulot, mais pas être débordé au point de faire un burn-out. Et ça a été vraiment mon problème, je pense, c'est qu'il y a plein de choses que j'aime faire et que j'aime proposer dans mes services, mais au bout d'un moment, même si tu as des compétences dans plein de domaines, tu peux pas être au four au moulin, c'est juste pas possible. Et ça, j'ai vraiment dû me le dire et me poser et me dire oh Sixty, tu t'arrêtes, tu choisis quelles compétences tu veux mettre en avant dans tes services et lesquelles tu vas vendre, et même s'il y a d'autres choses qui te plaisent à côté, c'est pas les services que tu vas vendre en premier ou que tu vas proposer en premier, parce que sinon tu vas juste pas t'en sortir. Donc ouais, je dirais que vraiment donner une direction à mon travail et vraiment savoir la déterminer et juste ne pas m'en détacher, ça a été plus compliqué que ce que je pensais, parce que finalement j'avais un peu l'impression de laisser de côté certaines opportunités en donnant une direction précise à mon travail, alors qu'en fait non, c'est juste que je me spécialisais, et en fait c'est bien parfois de se spécialiser. Ce qui m'a semblé un peu difficile aussi, c'est de vraiment faire un tableau clair, net et précis de toutes les obligations légales et juridiques que j'avais avec mon statut, donc le statut auto-entrepreneur. Donc quand je me suis remis à temps plein à mon compte en septembre, j'ai voulu vraiment repartir sur de bonnes bases et être sûre d'avoir une vue d'ensemble hyper claire de tout ce que moi j'avais comme obligation légale, juridique, administrative par rapport à mon statut. Et même si évidemment il y en a plein que je connaissais déjà parce que je suis déclarée depuis 3 ans et demi maintenant, je me suis dit, si ça se trouve, il y a des choses qui sont sorties entre temps, que j'ai pas suivies, il y a peut-être des choses où en fait j'étais jamais au courant. Donc j'ai fait mes recherches pour être sûre que vraiment je prenais bien en main le côté administratif de mon activité et que je connaissais vraiment l'ensemble des procédures que moi je devais faire. En fait j'avais un peu l'impression quand je me suis remis à mon compte en septembre que j'étais pas sûre de voir tout le tableau, tu vois. En gros, je connaissais les grandes lignes, mais je me suis dit, si ça se trouve, il y a des petites lignes que je n'ai pas vues. Donc j'ai vraiment fait en sorte de me renseigner. Et en fait, j'ai trouvé ça un peu difficile parce que les informations sont éparpillées partout sur internet et que c'est, je trouve, un peu compliqué d'avoir une vue d'ensemble claire, nette et précise facilement et rapidement. Alors je sais pas, peut-être qu'après j'en demande trop, mais j'ai trouvé que c'était pas forcément facile de comprendre exactement les obligations légales et juridiques qu'on avait en tant qu'auto-entrepreneur. Il y a souvent 25 000 exceptions et tu sais pas nécessairement si toi tu fais partie des exceptions ou non. Donc ça, j'ai trouvé ça un peu compliqué. Maintenant c'est bon, je pense que j'ai une bonne vue d'ensemble de mon activité côté administratif et tout ça. Mais quand tu mets le nez dedans pour la première fois, ou quand tu mets le nez dedans et que ça fait longtemps que t'as pas mis le nez dedans, bah finalement tu te prends un peu plein d'informations dans la figure et tu sais pas trop comment traiter le tout quoi. Et donc ça m'amène à mon dernier point sur ce qui m'a semblé difficile quand je me suis remise à mon compte il y a 6 mois, c'est les relations avec l'URSSAF. Alors ça, j'ai beaucoup de choses à dire. Alors moi quand j'ai contacté l'URSSAF par téléphone, à chaque fois je suis tombée sur des personnes adorables, compétentes, qui ont répondu à mes attentes, donc aucun problème. Sauf que sur les 6 derniers mois, la plupart du temps j'étais au Canada, donc je pouvais pas trop appeler les gens par téléphone. Donc j'ai souvent dû passer par la messagerie de l'URSSAF. Comment dire? Alors je ne sais pas si c'était juste mon cas ou si c'est une généralité, mais j'ai trouvé ça tellement compliqué de communiquer avec l'URSSAF par email, ce qui était un peu un problème parce que moi c'était le seul moyen de communication que j'avais avec eux pendant que j'étais au Canada. En fait je trouve que pour obtenir n'importe quel document avec l'URSSAF, c'est une galère sans nom. Parce que si tu appelles au téléphone, forcément ils peuvent pas te la fournir par téléphone, donc ils vont te renvoyer vers le service de messagerie de l'URSSAF. Sauf que moi ça m'a pris 4 mois pour avoir une attestation que j'étais censée pouvoir télécharger automatiquement dans mon compte auto-entrepreneur, donc voilà. Donc pour avoir cette attestation qui était censée être déjà disponible à télécharger dans mon compte, j'ai dû envoyer à peu près 6 ou 7 mails où à chaque fois j'envoyais les documents qu'on me demandait. J'avais pas de réponse, donc je renvoyais un mail pour que finalement on me réponde qu'il fallait que j'envoie les documents, que j'avais déjà envoyé la fois d'avant, enfin bref, le serpent qui se mord la queue. J'ai envoyé 6 ou 7 mails au total pour finalement obtenir gain de cause. Pourquoi ? Parce que j'ai fait une demande de réclamation. Donc en gros j'ai dû aller au bureau des plaintes pour obtenir gain de cause sur un document que j'étais déjà censée avoir dans mon espace auto-entrepreneur quoi. Pareil quand j'ai recommencé donc au mois de septembre, bah forcément j'étais encore au Canada, donc pour essayer d'avoir un peu une vue d'ensemble de tout le côté légal, administratif et tout ça, parfois j'avais quelques questions, donc j'ai envoyé un mail, la plupart de mes mails sont restés sans réponse, même après avoir fait une relance. Donc bon... c'est un peu compliqué. Et même maintenant, aujourd'hui, même si je suis en France, certes, je peux appeler l'URSSAF et je suis toujours tombée sur des personnes adorables, sauf qu'il y a encore des procédures qu'on ne peut faire que en ligne, donc c'est-à-dire que par messagerie.
je trouve que les relations avec l'URSSAF sont assez compliquées et je me doute que c'est pas du tout la faute des personnes que j'ai au téléphone à chaque fois et que c'est le système qui est comme ça actuellement. Mais en gros, je trouve que leur système n'est pas efficace et que c'est compliqué d'avoir une assistance par rapport à son statut, à sa situation comptable, à sa situation administrative, ou sinon les délais sont très longs, ou c'est pas la même personne qui suit ton dossier, donc ça, encore une fois, je pense pas que ça soit de leur faute, c'est peut-être un problème d'effectif, j'en sais rien. Mais je trouve que les relations avec l'URSSAF ne sont pas faciles. Et donc on arrive à la dernière partie de cette vidéo et je vais te parler de ce que j'ai appris sur ces 6 mois de freelancing où j'ai travaillé à mon compte à temps plein cette fois-ci et ce que j'en retire vraiment comme leçon. J'espère que ça pourra aussi te servir. Et la première leçon que j'ai apprise sur les 6 derniers mois, c'est que vraiment se faire accompagner en fait c'est essentiel. En fait quand on se lance à son compte, on ne sait pas tout et on ne peut pas tout savoir et c'est bien normal. Enfin quand tu travailles pour toi, il y a aussi beaucoup d'autres aspects que tu dois gérer que tu ne gères pas nécessairement quand tu es salarié. C'est-à-dire que tu vas gérer ta comptabilité, tu vas gérer la déclaration de tes cotisations, tu vas gérer tous ces aspects-là administratifs, comptables, aussi tout ce qui est en matière de santé, mutuelle, retraite, que tu ne gères pas nécessairement quand tu es salarié. Et ça, au début, si tu l'as jamais fait avant, tu peux pas l'inventer quoi. Il y a aussi tous les aspects de vente et de marketing. Si tu n'en as jamais fait avant et que pourtant tu dois vendre tes services, prospecter, oui, tu peux apprendre sur le tas, mais si tu l'as jamais fait, il y a forcément des choses que tu vas peut-être pas faire bien, quoi. C'est un peu logique. Et pour ça, j'ai trouvé que se faire accompagner, c'était essentiel. Moi, c'est quelque chose que j'avais pas du tout envisagé au tout début de mon activité, donc en 2017, et même quand j'ai recommencé finalement en septembre, c'est pas du tout quelque chose que j'ai envisagé au début. Je n'y ai juste pas pensé en fait. Et en fait au fur et à mesure que j'ai avancé dans mon boulot, que j'ai commencé à suivre d'autres freelances sur Instagram par exemple, que j'ai commencé à juste plus me renseigner, à consommer un peu plus de contenu à propos de ça, je me suis rendu compte que le fait de se faire coacher, le fait de suivre une formation, c'était quand même beaucoup plus répandu qu'il n'y paraît. Je me suis rendu compte que le fait d'opter pour une formation, dans mon cas, ça allait m'aider sur des aspects où j'avais certaines faiblesses dans mon boulot, notamment l'aspect vente et prospection, parce que c'est quelque chose que j'avais jamais fait de ma vie avant, et je le sentais en fait juste que j'étais pas à l'aise là-dessus, donc j'ai décidé de prendre une formation. Je t'en ai d'ailleurs parlé dans une autre vidéo, je te mets le lien dans l'écran et dans la barre d'infos. Et donc j'ai opté pour la formation de Lise de la Minute Freelance. Donc là j'ai fini la formation début avril et là on est début mai et je suis très contente. Je trouve que c'était une formation hyper complète. Si tu veux que je t'en parle un peu plus dans une autre vidéo, n'hésite pas à me le dire, mais là sinon la vidéo va être beaucoup trop longue donc je vais peut-être pas t'en parler maintenant. Mais pour faire court et te résumer un peu l'accompagnement que j'ai eu avec Lise, c'était une formation qui durait 3 mois avec des modules d'e-learning, du coaching en groupe et du coaching individuel et je peux que te recommander ses services. J'ai trouvé qu'elle était hyper professionnelle, très pédagogue, sa formation est super complète. Et puis, enfin juste c'était un bonheur en fait de l'avoir en coaching parce que elle est forcément très agréable et elle connaît tellement bien son domaine, c'est un truc de dingue. Donc vraiment c'est quelque chose que j'ai appris, c'est que se faire accompagner c'est essentiel. Donc moi forcément je te recommande la formation de Lise, mais s'il y a d'autres formations que tu voudrais suivre ou si tu voudrais faire un peu une étude de marché, il y en a plein sur internet. Tu peux aussi regarder sur mon compte formation qui permet de financer un peu une partie de sa formation. En tout cas moi ça a financé bien les 2 tiers de ma formation, donc plutôt cool. Mais vraiment la formation, le coaching, enfin le fait de se faire accompagner c'est pas une tare, au contraire c'est vraiment un plus et je pense qu'il faut vraiment s'en servir. Mais c'est vraiment je pense le point que je retiendrai de mes 6 derniers mois de freelancing, c'est que se faire accompagner a vraiment aidé mon activité et la manière dont moi je vois mon travail actuellement. Et enfin la dernière chose que j'ai appris, ou plutôt que j'ai constaté, c'est qu'il y aura toujours des gens qui ne connaissent rien à ton domaine pour te dire quoi faire. En fait, j'ai remarqué que bizarrement, quand j'étais dans un poste plus classique en entreprise, avec une fiche de poste spécifique et que je rencontrais des gens et qu'on me demandait ce que je faisais, bizarrement, il n'y a personne qui essayait de m'expliquer mon boulot. Et alors maintenant que je travaille à mon compte, et quand je dis que je travaille à mon compte dans mon domaine, bizarrement, il y a beaucoup plus de gens, je vais pas dire tout le monde parce que c'est pas le cas, mais il y a quand même beaucoup plus de monde qui a l'air d'être expert dans mon domaine et qui se donne un peu le droit de m'expliquer comment je dois faire mon boulot, alors qu'eux-mêmes ne travaillent pas dans ce domaine. Je trouve ça un peu bizarre perso. Donc bien évidemment la plupart du temps c'est pas malveillant et c'est pas fait de manière méchante. Mais en fait du coup vu que tu travailles à ton compte, je ne sais pas pour quelle raison, mais les personnes se donnent un peu ce droit en fait de régenter un peu ton travail alors que finalement ils ont jamais vu ton boulot au quotidien. En fait je pense que souvent ces personnes-là ont une vision du travail que tu fais donc dans leur tête, mais qui doit être à milieu de la réalité.
parce que je pense que même entre deux freelances qui travaillent dans le même domaine, mais il y a un monde entre leur mission, leurs tarifs, leur organisation, leur expérience, leur vision des choses. Mais les gens se donnent beaucoup plus le droit, sous prétexte que tu es ton propre patron, de t'expliquer comment faire ton travail, alors que la plupart des gens avec qui j'ai eu cette situation, en fait, ne travaillent même pas dans mon domaine. Donc je sais que c'est pas méchant, mais je trouve ça quand même un peu risible. Donc bon, je passe au-dessus. Mais je trouve ça toujours très drôle parce que moi je me permets pas à côté de leur expliquer comment faire leur travail quoi. Donc voilà, c'est tout pour ce bilan sur mes 6 mois de freelancing, donc ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, ce que j'ai appris, ce qui m'a semblé facile, difficile. J'espère que ça t'aura plu, j'espère que ça aura pu te donner un peu une idée de comment se sont passés ces 6 derniers mois de freelancing pour moi. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi aussi tu t'es lancé en tant qu'auto-entrepreneur à ton compte et surtout quelle activité tu fais. Et bien sûr si toi aussi t'es à ton compte, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce qui t'a semblé facile, ce qui t'a semblé plus difficile et ce que tu as aimé en fait sur, je sais pas, ces 6 derniers mois, ta première année, dépendamment de où t'en es dans ton activité. Comme d'habitude, je te mets dans la barre d'infos toutes les autres vidéos de la playlist Ma vie de freelance. Je pense qu'il y a au moins déjà 4 vidéos ou peut-être 5 qui sont sorties. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!